la voix la plus pertinente, c'est celui qui fait. Donc c'est effectivement la voix des B-Corp, la voix des entrepreneurs, la voix des entreprises, et de vous parler et de créer ces liens, parce que tu auras toutes les réponses toute la désactivation de tes doutes et l'activation du potentiel se fera dans le regard de « Ah, c'est un autre entrepreneur, ok, lui il l'a fait, lui il l'a adressé comme ça, ça me donne une confirmation. » Salut à toutes et à tous et bienvenue au 22e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 22, partie 2, j'échange avec Jonathan Normand, le CEO de B-Lab Suisse, qui est une ONG. Il délivre la certification B Corp en Suisse. Ils ont créé le programme Swiss Triple Impact et le Swiss Board for Agenda 2030. Dans cette deuxième partie, on a abordé les thèmes du gouvernement et de son implication, l'agenda 2030, le Swiss Triple Impact et B Corp, le greenwashing et bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. Ça m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur évaluation en dessous de la description de mon podcast. Je suis aussi sur Instagram @devbrianoumana, c'est DEV Brian Oumana. Bonne écoute. Et moi je voulais juste revenir à ce que tu as dit avant qu'on ait ce petit problème technique de caméra, où tu as dit qu'on avait en fait qu'on était tous et toutes, donc que ce soit citoyens, dirigeants, dirigeantes, entreprises, associations ou autres, on est acteurs de ce changement. Et moi je me posais une question par rapport au gouvernement. Parce que tu sais, on entend souvent des gens se plaindre que le gouvernement ne fait rien. Donc d'un côté, oui, on peut nous tous et tous faire quelque chose pour. Parfois c'est un peu démotivant quand on est entre guillemets, alors j'allais dire quand on est entre guillemets seul à essayer de bouger. Là en l'occurrence on n'est pas seul, tu as parlé de plus de 6000 entreprises B Corp dans le monde, donc il y a un réel mouvement. En Suisse 200 t'as dit, hein, c'est ça? Qui ont changé leur statut juridique, mais grosso modo en Suisse, entre B Corp et notre autre programme sur les 17 objectifs de développement durable, là, le Swiss Triple Impact, on a environ maintenant 600 entreprises. Voilà, 600 entreprises. Qu'on voit un signal sur la prise en compte de ces enjeux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi dans mon entourage, j'entends quand même de plus en plus les gens, ils ont cette conscience environnementale. Il y a un nouveau engouement pour les épiceries, le vrac, etc. Donc, moi j'ai quand même l'impression comme tu as dit, timidement, mais on avance un petit peu. Mais par contre, le gouvernement, donc toi tu disais que ça c'était une question que j'avais justement, tu as dit que pour le marché public, donc aujourd'hui il y a certaines thématiques qui sont dans les soumissions, les appels d'offres. Toi ou B-Lab, concrètement, vous avez, quelle est votre position là-dedans? Quelle est votre situation? Est-ce que vous faites quelque chose pour? Alors effectivement, de par notre mission de fondation d'utilité publique, une de nos activités en plus, c'est effectivement de travailler sur ce qu'on appelle les politiques publiques, ou en anglais on dit policy change, c'est un peu plus large que la traduction je crois en français, mais bon, on travaille effectivement sur le soutien d'initiatives, des fois qu'elles soient populaires ou parlementaires. On agit sur ces thématiques-là. On va travailler l'année prochaine sur une proposition de nouveau statut d'entreprise en Suisse, pour justement que dans les statuts juridiques soient disponibles dans le dispositif les formes juridiques de type Benefit Corporation. Donc raison sociale. Donc raison sociale, voilà. Comme aux une SA, une SARL, et puis là, où ça sera un statut spécifique qui pourra se greffer sur les statuts, sur les formes juridiques. Okay. On est en train de travailler là-dessus. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on est en pleine phase de recherche, mais voilà, c'est notre projet 2023. Avec, voilà, justement, quand on vient avec ce genre de proposition, il faut créer des interfaces avec le politique. Donc là, on a aussi
soutenu et développé le premier groupe interparlementaire sur l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable. Peut-être on a parlé plusieurs fois de l'agenda 2030, juste pour que ça parle à tout le monde. Je voulais, exactement, volontiers. Moi, je me perds un peu dans notre jargon. Sur l'agenda 2030, a été donc validé par 193 gouvernements en 2015, et donc c'est un plan de réalisation d'objectifs, pas que climatiques, autour de ces 17 objectifs de développement durable qui doivent être achevés, réalisés d'ici 2030, avec principalement l'engagement des gouvernements pour le faire, mais avec clairement l'indication que la grande majorité de ce qui va se réaliser va se faire par les mains des entreprises. Donc c'est pour ça que maintenant, nous, on amène cette thématique de l'agenda 2030. Donc, bref, on a créé, pour revenir sur le lien, notre rôle avec, je dirais, le policy change, on a créé, ou l'interface, je dirais, société civile publique, on a créé un groupe interparlementaire autour des 17 objectifs de développement durable et de l'agenda 2030, donc avec un ensemble thématique. Et là, on a tous les partis politiques représentés. On a fait ça avec le SDSN Network, qui est une organisation suisse qui, elle, traite plus les questions scientifiques ou académiques. Et nous, on représente plus la partie économie, finance. Et ensemble, on a créé ce groupe parlementaire. Ça veut dire que là, on a des parlementaires de tous bords à qui on peut amener des thématiques, des dossiers, des propositions qui vont être discutées de façon, par les parlementaires, de façon structurée, on va dire, par la partie politique. Donc ça, c'est une de nos missions qui n'est pas du tout visible et on ne nous connaît pas pour ça, parce que voilà, c'est travail un peu d'arrière-chambre, si j'ose les appeler comme ça. Mais on a des vrais projets qui avancent comme ça. Donc oui, de soutenir des initiatives, de soutenir la recherche, le développement de motion. Pour Bilab, c'est extrêmement clé, parce que c'est comme ça qu'on va changer le système. Maintenant, c'est vrai que par rapport à plein d'autres ONG qui font ça depuis très longtemps et qui le font très très bien, nous on vient avec la particularité, c'est que derrière nous, il y a des centaines d'entreprises. Et je pense que c'est la petite chose en plus qui peut faire accélérer un peu plus les choses, que d'autres n'ont pas forcément, c'est que nous, derrière, on a un mouvement, on a des centaines d'entreprises qui sont engagées dans notre certification ou dans nos programmes d'engagement ou dans nos alliances. Et là, dans le coup, le politique, il se dit « Ah ouais, non, c'est pas juste l'ONG qui vient avec sa mission, sa vision et ses objectifs. » En fait, c'est des centaines d'entreprises voilà, de toute taille, tout secteur qui est derrière. Et là, on voit que ça change la donne. Donc, on est pertinent autant qu'on dérange, spécialement dans une politique en Suisse. Alors pour le rôle des gouvernements, pour revenir à ta question fondamentale, on n'est pas à la hauteur. C'est évident. Et l'orientation, le développement des politiques, je pense que ce qui est en train de se passer en Égypte à la COP27 en est le reflet. C'est très dur, en fait, de synchroniser l'agenda de différents pays. Je ne sais pas si là, on parle spécifiquement de la Suisse. Bon, ben voilà, il faut quand même se dire une chose. Aujourd'hui, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast, mais bon, disons... Le dernier vendredi de ce mois. D'accord, ok, bon. Au mois de novembre 2022, on n'a pas de relation bilatérale formalisée avec un de nos plus gros partenaires économiques, avec l'Union européenne. Ça a son lot de problématiques, son lot ça amène son lot de complexité. On voit en Europe un grand nombre de changements régulatoires se profiler, de nouvelles attentes pour déterminer la taxonomie qu'on appelle le Green New Deal. Qu'est-ce qui est un bon secteur d'activité ou des bonnes pratiques dans le secteur d'activité, qu'est-ce qui est un mauvais. La Suisse va devoir à chaque fois s'aligner à ces adaptations-là. Donc effectivement, c'est un vrai enjeu pour les gouvernements, pour le gouvernement suisse en particulier. Mais plus largement, voilà, moi c'est ce que je dis, c'est ni les gouvernements, ni les ONG comme nous, qui allons apporter les changements à la hauteur et à la vitesse qu'il faut. Ça va passer par l'entreprise. 90% du développement aujourd'hui est dans les mains des entreprises. Donc c'est l'entreprise qu'il faut mobiliser, et c'est pour ça qu'on a mis l'entreprise au cœur de notre mission et le secteur privé. Parce que c'est là que les changements vont pouvoir se passer. On connaît les relations entre l'économie et le politique. Donc voilà, sans en faire de grandes explications, si on modifie la façon d'opérer de l'entreprise,
les externalités qu'elle va produire, autant dans ses réseaux d'influence que dans ses activités et dans les effets qu'elle produit, vont amener ces changements-là. Et donc, voilà, une des grandes questions que je me pose beaucoup aujourd'hui pour la politique suisse, c'est de faire un peu un reality check, donc un contrôle de cohérence. Quand une entreprise nous dit voilà mon plan de développement durable, voilà toutes mes actions, mais bien sûr c'est important pour nous, et qu'on sait que ces mêmes entreprises financent des initiatives politiques qui sont contre le climat, qui sont contre le progrès social, contre des thématiques d'urgence. Et comment c'est possible que ça arrive ? Parce que le changement culturel n'a pas été fait, parce que le changement comportemental n'a pas été structuré, et que l'assise sur le changement structurel. Donc tu vois, c'est ces trois pignons, je dirais, de cette mécanique, changement structurel, comportemental et culturel, on les retrouve en fait dans cette réalité-là. Donc le gouvernement a une belle stratégie aujourd'hui suisse sur le développement durable à 2024 qui a été faite. On a collaboré à la consultation. Il y a un focus qui est fait sur la production durable, les infrastructures, sur les thématiques climat, énergie, biodiversité, et puis sur la cohésion sociale avec l'équité. Donc il y a un plan à 2024 qui est fait. Nous, on soutient avec un de nos programmes et avec le soutien du gouvernement l'engagement des PME. Là, typiquement avec l'ARE, on est en train de développer un toolkit pour les PME qui leur permet, avec des exemples de pratiques, avec des éléments, vraiment une boîte à outils, de pouvoir contribuer, adapter, aligner leurs pratiques pour suivre ces objectifs-là. Donc on a ces collaborations proches avec le gouvernement. Maintenant, si tu me demandes la question objective, est-ce qu'on est à la hauteur ? Non, clairement, on n'est pas à la hauteur en termes de développement de politique publique, en termes de positionnement ou en termes même de financement, de transformation. Donc il y a encore un énorme point à développer là. Et peut-être ça passera. Et ce serait intéressant de voir les élections 2023 en Suisse. Parce qu'avec tout le bruit qu'on voit depuis 2019, moi j'avais un peu cette idée de la vague verte de 2019. J'avais lancé quelques interpellations pour l'élection du Conseil national en 2019. Même s'il y a eu une avancée, on va dire, de certains partis politiques plutôt favorables au développement durable ou clairement engagés pour le développement durable, ça c'est bien. La réalité, c'est que c'est encore très colorisé avec des partis qui sont plutôt pour le statu quo. Mais là, 2023, il y a un super instrument. Peut-être que ce podcast-là, si on proposait à chacun de ces potentiels candidats au Conseil national, du moins ceux qui sont francophones, de l'écouter, ça leur permettrait de se poser 2-3 questions et de revoir peut-être 2-3 de leur vision sur quel est le rôle du gouvernement, du développement de l'économie suisse et de la société. Tu sais, il y a un truc qui m'étonne toujours quand je parle avec... peu importe, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des patrons de PME, que ce soit des politiciens ou des membres du gouvernement. Et toi-même, tu ne le sais pas. Peu de personnes le savent. Tu sais quel est l'article numéro 2 de notre Constitution suisse ? Non. Tu vois, je ne te parle pas de l'article 158. Ouais. Et ce n'est pas un piège, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise que je dis ça. Mais tu vois, si quelque part on parle de gouvernement, c'est quoi la Constitution suisse ? Article numéro 2. Favoriser le développement durable et assurer la cohésion sociale. Ah ouais ? C'est le numéro 2, c'est pas le numéro 158. Et là, on a une accroche. Donc on a une accroche constitutionnelle. Alors c'est de la Constitution, après ça doit se mettre en mécanique dans le rôle de au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau municipal, au niveau des villes. Mais on a une base. On a une base forte. Il y a beaucoup de constitutions cantonales qui se sont alignées sur les objectifs de développement durable. Donc on a une base qui est là. Pourquoi cette base constitutive gouvernementale n'arrive pas à être plus reflétée sur les modes opératoires des entreprises ? Qui c'est qui mène la danse ? Qui c'est qui a du pouvoir ? Je pense que l'entreprise en a encore beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il faut transformer l'entreprise, pour faire une espèce de grande boucle sur le rôle du gouvernement et si les gouvernements y sont. Donc si les entreprises donnent la direction et comprennent le parcours à aller, la direction qu'il faut prendre, avec les bonnes ambitions et avec la bonne crédibilité, les gouvernements vont s'adapter. Donc tu penses que c'est les entreprises d'abord qui doivent agir, et ensuite c'est le gouvernement qui s'adaptera ? Qui doit envoyer le signal, forcément. Okay. C'est ce que nous on fait depuis 15 ans, et c'est ce qu'on a vu dans plein de pays où, suite au développement volontaire, par exemple des B Corp, on voit qu'après le Parlement passe des lois structurées pour toutes les entreprises dans certains pays. On voit que
voilà, quand l'économie envoie un signal et dit qu'elle fonctionne d'une façon différente ou qu'elle fait des choses en plus, voilà. Et donc la question de créer des instruments d'incitation, ça c'est le rôle du gouvernement. On a des grands projets qu'on va dévoiler là ces prochains mois sur notre plan de stratégie à 2025, mais qu'on va engager déjà dès le début de l'année prochaine. Donc c'est Bilab qui va dévoiler ces projets-là? Oui, c'est des projets de changement structurel, créer voilà, un bouquet de propositions d'incitation pour les entreprises. Ça, c'est le rôle que le gouvernement peut faire et peut le cofinancer, que ce soit pour l'accès facilité à des marchés publics, l'accès à du financement, différents instruments qui permettent de récompenser l'entreprise, d'endosser cette triple mission économique, sociale, environnementale par rapport à des acteurs qui ne veulent pas. Et que ça soit vertueux. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire, vous n'avez pas, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est simple. Et puis, si vous faites, c'est vertueux, vous êtes récompensé. Et là, l'élément statutaire, juridique, tout ça, permet de créer en fait, des éléments qui aident cette transformation. Voilà. Tout de suite, on rentre dans des conversations très techniques et peut-être un peu compliquées, mais c'est ça, c'est par cela qu'on doit passer. J'en suis pas convaincu, j'en suis persuadé, vraiment dans la démonstration de ce qui est fait, et puis les signaux qu'on reçoit d'un peu partout. Ça bouge partout, c'est en train de bouger partout, en Espagne, en Italie, en France, pour parler de l'Europe, mais ça c'est en train de bouger partout. Et en termes d'impact, par exemple, mais je t'ai dit, c'était en off avant qu'on commence à enregistrer, où je m'intéresse... Enfin, là, en faisant mes recherches, où j'ai regardé plus profondément le Swiss Triple Impact, et je me suis dit que ça pouvait être une action un peu plus rapide que Bicorp à prendre pour nous. Donc là, je te parle de l'entreprise Willight Telecoms, où je me suis dit qu'on pouvait potentiellement plus... Alors, j'allais dire facilement, mais c'est pas forcément le mot que je cherchais, parce que c'est pas une question de facilité, mais c'est plus une question où, comme je t'ai dit, on est 10 personnes, donc petite structure. Moi, je fais beaucoup, dans le sens où j'ai la gestion, mais je fais aussi le développement. On veut se développer justement pour avoir un impact positif, et on est dans un secteur où notre public cible, c'est des grandes entreprises. Donc 10, c'est petit pour une grande entreprise. Donc, si on n'est pas plus de personnes, c'est compliqué d'attraper, entre guillemets, le client. De ce fait, on veut grandir. Et après grandir, pour nous, ça veut dire potentiellement avoir un impact plus important dans notre mini-structure, dans notre organisation, en termes de bonnes prestations sociales, salariales, créer une culture très humaine. Enfin voilà, on vise vraiment à avoir un impact positif dans notre petite communauté. C'est génial comme tu le mentionnes, parce que tu parles de croissance inclusive, de croissance qualitative. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Mais donc, moi, je m'étais dit... en faisant ça, on part aussi dans Bicorp, donc ce serait 2 projets parallèles. Mais aujourd'hui, ma complexité, c'est que là aujourd'hui, en ce moment, j'ai une charge de travail assez conséquente, donc je vais pas réussir à faire les deux en même temps. Et donc c'est là où je me suis dit, est-ce que Swiss Triple Impact serait pas entre guillemets, je réutilise facile pour une... Il est moins exigeant en termes de processus que la certification. Moi, c'est plus la mise en place, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de participer à ça. Et par exemple, j'ai parlé avec 2-3 personnes qui sont soit déjà Bicorp. Tu as mentionné Loïco, Christophe Barmont. C'était l'épisode 11 qu'on a fait donc, pour ce podcast. Et donc, j'avais déjà parlé avec Christophe. Il y a aussi la Banque Bonote avec qui j'ai parlé un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'on parle quand même d'un accompagnement. Et moi, j'aimerais... Mais ça, c'est parce que je suis comme ça, je suis curieux, et en plus, ce développement durable, c'est vraiment une partie qui m'intéresse énormément. Comme on parlait de valeurs, je crois que c'était en off aussi, mais pour moi, le développement... Bon, je ne sais pas si on peut parler d'une valeur du développement durable, mais en tout cas, l'environnement, c'est une de mes valeurs. J'ai cette conscience, pour moi, c'est important depuis... Je crois que depuis que je suis né, je n'arrachais pas les feuilles pour arracher les feuilles. Enfin, tu vois, c'est juste pour dire. Et donc, j'aimerais vraiment apprendre de ça aussi.
Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le pas inférieur à la certification B Corp, ce serait le Swiss Triple Impact. Quand je dis inférieur, c'est en termes d'engagement personnel et bah, évidemment aussi potentiellement en termes de peut-être impact. Ça, je sais pas. Mais donc je vais te poser la question. Non, c'est un bon... Bon, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle si tu veux, on a démarré ces programmes d'engagement. Là, tu parles du programme Swiss Triple Impact maintenant, qui est notre programme national. Donc on est vraiment dans toutes les régions de Suisse. On engage, je sais pas, on a près de 300 ou 400 entreprises maintenant, 400 entreprises qui sont engagées dans ce programme, en fait, qui est en fait un parcours en 3 étapes où on va créer en fait quelque part la compréhension commune de pourquoi c'est important de l'entreprise et donc, quelle est la partie risque et opportunité à adresser dans cette transformation. Après, il y a une partie priorisation, et donc là, justement, on va déterminer un plan d'action qui est cohérent en termes d'impact, mais aussi en termes de capacité pour l'entreprise. Et puis après, il y a un plan d'action qui se déroule, et puis ce plan d'action qui doit s'exécuter. Puis il y a effectivement, une fois que ce plan d'action-là, il est validé, je dirais endorsé par la direction d'entreprise, on publie le plan d'action en ligne d'entreprise. Donc ça, c'est le parcours qui est déjà conséquent. Hein, quand je le détaille comme ça en 3 étapes, c'est déjà, voilà, hein, c'est un projet qui va durer entre 3 mois et 6 mois hein, pour l'entreprise, selon sa taille, pour certaines beaucoup plus longtemps, selon si elles sont plus grosses. Et c'est extrêmement structurant. C'est vrai qu'il y a aussi cette dynamique de l'écosystème, de la communauté. Donc il y a des partages de pratiques entre les entreprises. On organise plein d'ateliers. Donc il y a une vraie dynamique, mais ça veut dire qu'il faut allouer du temps pour le faire. C'est pour ça que quand tu me poses aussi la question, je crois, voilà, ça prend combien de temps? C'est que c'est 8 mois, 9 mois. Voilà, ça va dépendre du temps qu'on peut allouer, de la maturité qu'on a sur certaines questions et des ambitions qu'on veut adresser. Donc non, ça n'a pas été fait quelque part on fait d'abord ce Super Impact, puis après on devient B Corp. On s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui font ça. D'accord. Bon, ben voilà. Mais ça n'a pas du tout été fait. Nous, c'était vraiment fait dans l'esprit de se dire, OK, B Corp, c'est challenging. B Corp, en plus, nos critères évoluent hein, chaque 18 mois, donc ça dit qu'ils sont de plus en plus challenging, je dirais. Et puis, il fallait être honnête sur le besoin d'adresser l'urgence de mise en action. Et donc, c'est toujours la même question. C'est que si pour te mettre en mouvement, on te dit, ah bah, d'abord, il faut que tu saches sauter des 5 mètres, des 10 mètres, et puis faire des sauts périlleux des 20 mètres. Ok, bon là, tout de suite comme ça, c'est peut-être... donc on a ce programme-là, il permettait d'engager plus largement, avec, je dirais pas des exigences, le changement de statut juridique par exemple, pas non plus une couverture obligatoire minimum des questions de gouvernance, collaborateurs, voilà, donc moins holistique, mais vraiment focus sur un alignement des objectifs de développement durable qui sont pertinents pour l'entreprise, mais qui sont aussi alignés avec le gouvernement. Ça veut dire qu'on favorise aussi que les entreprises soutiennent le plan stratégique de la Confédération. Et ça donne quand même déjà 5 objectifs de développement durable à traiter que je mentionnais tout à l'heure autour des infrastructures, la production, la consommation durable, la partie biodiversité, climat et énergie, et puis la partie cohésion sociale. Donc là, voilà, 17 objectifs, tout d'un coup on en a 5, ceux qui sont pertinents par rapport au modèle d'affaires, ceux qui sont pertinents par rapport aux opérations de l'entreprise, un peu plus génériques, je dirais, qui s'appliquent à peu près à tout le monde. Donc on demande toujours qu'il y ait ces 2 éléments. Donc oui, je te recommanderais de commencer par là. En fait, dans ces conversations-là, dans ces questionnements-là, pas ces conversations, mais dans ces questionnements-là, et peut-être que cette conversation qu'on a maintenant va y aider à y trouver un bout de réponse, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le statu quo? Parce que dans le monde d'entreprise, on est quand même les maîtres du statu quo en général. C'est-à-dire qu'on va trouver de façon tout à fait intelligible, explicable, démontrable que pour X raison, on ne va pas faire ça, ou on va plutôt faire ça, ainsi de suite. Donc en fait, moi je pense que la première question qui doit être en lien avec se dire, est-ce que je veux être aligné avec mes valeurs? Ok, est-ce que je veux être aligné? Et qu'est-ce que dans ma démarche, en fait, est un élément qui crée le statu quo? Et dès que tu l'as identifié, tout d'un coup, rien que de l'observer, hop, tu désactives une barrière qu'on construit naturellement. Hein. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est aussi les formations qu'on a eues, c'est aussi comment on fonctionne dans l'économie. Donc voilà, c'est un petit instrument tout simple, se dire, ok, dans le raisonnement,
Si je me dis non, je le fais pas, quel élément qui m'a amené en fait à faire du statu quo, à dire mieux vaut rien faire pour l'instant, et puis voilà. Et du moment où tu l'identifies, la plupart du temps, tu passes au-delà et ça te motive parce que tu dis ah ouais non mais en fait je peux pas me limiter simplement à quelque part ce raisonnement-là. Donc c'est encore toujours je trouve hyper intéressant de l'observer de cette façon-là. Maintenant plus concrètement, dans ce programme Sustainable Impact, on a organisé, je crois, on a 1500 entreprises en Suisse qui ont participé à l'atelier d'introduction, de sensibilisation et de préparation. Donc il y a plein de graines qui ont été posées. Et ça prend du temps, tu vois, ta réflexion que tu fais depuis plusieurs mois, oui, parce que si on veut faire les choses crédiblement, il faut les structurer, il faut pouvoir allouer le temps qu'on veut, s'assurer qu'on le fasse avec aussi une cohésion peut-être interne, donc il y a une phase préparatoire. Donc voilà, le côté de clic-clac, on fait tout, j'ai pris la décision, et puis ça va se mettre en œuvre tout seul. Non, c'est un vrai processus, c'est un vrai projet d'entreprise. Et moi, je compare souvent les projets de transformation dans la durabilité ou d'alignement et de contribution avec des projets du digital. J'ai vu, en fait, ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, beaucoup d'entreprises traiter des questions des projets d'entreprise, les traiter comme des projets annexes. Le problème de la gestion du projet annexe, si on ne l'intègre pas dans ses opérations, dans son modèle d'affaires, si on ne fait pas ce travail d'intégration, ce que demande aussi la durabilité, on le traite comme des projets. Quand ça se passe bien, super, on construit dessus, on construit le succès, les apprentissages, et puis voilà, on construit parce que... Mais quand ça ne se passe pas, il y a un peu tout qui part à la poubelle. Et que la durabilité, c'est la même chose. C'est pas un projet qu'on peut gérer comme un projet. C'est pas une activité qu'on peut gérer comme un projet. C'est un projet qui nécessite une intégration, c'est un projet d'entreprise. Donc il faut créer le bon petit comité en interne. Chez vous, ça sera peut-être 3-4 personnes que tu vas impliquer à différents niveaux, à différents moments. Elles ne vont pas faire ça full-time. Voilà. Dans d'autres entreprises, c'est des plus grands comités où il y a 10-15 personnes qui sont impliquées parce que, voilà, en termes d'activité ou de zone opératoire ou de périmètre opératoire, ça le nécessite. Donc, faut pas le voir comme... faut le voir comme un projet d'entreprise, comme un projet aussi qui travaille sur sa culture. Voilà. Et si dans ce chemin-là, ça crée l'appétit de vouloir aller plus loin après, oui, forcément, tout a été pensé de façon cohérente pour pouvoir faire les ponts avec Bicorp ultérieurement. Mais c'était vraiment pas le but originel de créer plus de Bicorp. Je te dirais très franchement, on a un gros problème. On a 7500 entreprises en attente de certification aujourd'hui. Bicorp, oui, qui sont en cours dans notre processus de certification. Donc on a énormément, on a un problème de bande passante. Voilà, comme on est une ONG, on n'est pas une entreprise, donc on ne peut pas emprunter de l'argent parce qu'on a un potentiel. Bref, on a une autre réalité avec justement le besoin de pouvoir financer ces développements-là avec des fondations, avec des donateurs. Ce qui est quelque chose des fois qu'on ne comprend pas très bien de l'extérieur, parce qu'on dit non, mais bon, les entreprises, elles peuvent financer ces développements-là. Non, si elles ne sont pas stimulées, structurées, puis si ce n'est pas quelque part le coût qu'implique un programme comme le Swiss Triple Impact, tu vois, un partenariat qu'on a fait, je sais pas, pour une PME, ça va te coûter 300-400 francs. Tu participes à de l'expertise, du partage de connaissances, tu as plusieurs ateliers, on te donne des outils, un dashboard. Voilà, c'est pas mal, hein. Et on l'a rendu accessible grâce à nos partenaires fondations, grâce aux partenaires avec la Confédération, avec l'ARE, la DDC en 2020. L'investissement, il est sur les actions. Il n'est pas sur la structuration, sur la sensibilisation, sur la création d'un dashboard de pilotage. Il est vraiment sur les actions. Donc c'est pour ça que notre rôle, notre mission avec Bilab, c'est de donner ces outils au mieux, ces méthodes, créer ces dispositifs pour structurer et faire la stratégie et la délivrer et mesurer l'impact. Parce que en fait, le vrai investissement, c'est le temps que vont passer les gens ou c'est les investissements qui vont être faits. Hein. Demain, vous êtes dans les télécoms, donc voilà, tu dois sélectionner un prestataire de cloud, tu veux un cloud durable, ainsi de suite. En Suisse, il y en a quelques-uns, dont un que je connais bien qui est Infomaniac, ma petite connexion genevoise. Mais voilà, tu as un prestataire qui fait des choses... un sacré leadership qui fait les choses vraiment bien, qui est une entreprise qui participe aussi au STI, donc ils sont aussi engagés dans ce programme-là, et qui a créé plein de solutions pour amener cette cohérence. Donc, tu vois, il y a aussi cette dynamique d'écosystème, de réseau, de faire ensemble, et ça c'est en fait un indicateur que moi j'utilise si je vois qu'on est arrivé quelque part de pertinent dans notre mission, hein, globalement, que ce soit avec les Bicorp, que ce soit avec les participants à ce programme Swiss Triple Impact, c'est les collaborations qui sont mises en place. En fait, c'est la partie action collective.
c'est qu'on commence à regrouper des entreprises ensemble pour, au-delà de leur propre, on va dire, intérêt et pratique, qu'elles commencent à collaborer pour des impacts collectifs, des impacts ensemble. Et c'est la solution. Typiquement, on veut on va adresser les questions de décarbonisation du transport, la mutualisation des sources d'énergie renouvelables, le packaging. Bon, j'en nomme 3, je pourrais en nommer 50. On arrivera à l'impact et à la capacité de création d'infrastructures avec la solution et les impacts qu'il faut, seulement en faisant ensemble. Donc nous, on est quelque part, tous ces dispositifs qu'on a créés, que ce soit la certification de B Corp, que ce soit le programme Sustainable Impact, l'alliance avec les boards en Suisse, tout ça nous amène à pouvoir constituer un écosystème qui va pouvoir travailler sur des actions collectives. Et donc à démultiplier l'impact, l'augmenter pour être à niveau et dans les temps. Voilà. Ok. Et toi qui es mathématicien de formation, j'ai une question qui m'est venue comme ça. En termes de taille, je ne sais pas si tu as les chiffres. Tu sais quelle est la plus petite entreprise suisse B Corp? Quand je te dis petite, je te parle en nombre d'employés. Écoute, je crois que c'est... On en a plusieurs. Ouais. Laquelle, je ne sais pas, mais je sais que Beauty Disrupt, ils doivent être une petite équipe de moins de 4-5, je pense. Okay. Je sais qu'il y a Twist, qui est une agence de communication inclusive, ils sont 3 collaborateurs ou 4. Donc non, on en a plein de PME. Moi, j'aime pas qu'on dit micro-PME. PME suisse, voilà, c'est 3, 4, 5, 10 collaborateurs. C'est ça, une PME suisse. Après, il y en a les plus grandes, évidemment. Ouais. Donc non, on en a beaucoup. On a même eu le cas d'une entreprise où il y avait un seul employé. Ah ouais, ok. Voilà. Tu aurais le droit de me donner, pas maintenant, hein, mais les contacts ou... Bien sûr, ouais. Okay. Et puis même si toi tu les contactes, ils seront ravis. Hein, mais je pourrais donner les contacts, bien sûr, avec grand plaisir. Tu sais, ce que tu fais là, pour moi, c'est exactement... Et c'est pour ça que je te dis, les gens viennent dans notre réseau et dans notre écosystème, que ce soit B Corp ou le programme Sustainable Impact. Ok, ils doivent passer à travers plein d'éléments structurants, voilà, ça demande du temps. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a ces relations qui s'établissent. Mm-hmm. Parce que moi, je vais pouvoir t'expliquer ça pendant... Là, on pourrait parler pendant 10 heures. Hein. Aucun problème, j'ai plein de choses à vous dire, on peut rentrer dans le détail. Parce que voilà, c'est une thématique qui est malheureusement... qui est, par défaut, vaste et complexe. Mais je le dis avec ma voix d'ONG. Je le dis avec la voix de celui qui essaie de catalyser cette dynamique, de la fédérer, ensuite. La voix la plus pertinente, c'est celui qui fait. Donc c'est effectivement la voix des B Corp, la voix des entrepreneurs, la voix des entreprises, et de vous parler et de créer ces liens, parce que tu auras toutes les réponses toute la désactivation de tes doutes et l'activation du potentiel se fera dans le regard de « Ah, c'est un autre entrepreneur, ok, lui il l'a fait, lui il l'a adressé comme ça, ça me donne une confirmation. Mm-hmm. Je te fais lire la grande charte de déclaration d'interdépendance des B Corp. Ok, c'est un papier. Je viens de parler avec une posture d'ONG. Je promouvois une mission, des valeurs et des activités. Voilà. Tu parles avec un entrepreneur. Ok, quand il dit dans les yeux, ouais, pense bien à t'assurer que tu as donné 5% du temps, 10% du temps aux personnes dans ton équipe qui vont faire le programme, parce que c'est ça qui va le rendre pertinent, c'est ça qui va amener les choses bien et va permettre de le conduire. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise, hein, c'est de démarrer un projet. Bref, je fais une grande parenthèse qui est plus entrepreneuriale. J'ai monté quelques entreprises dans le passé, avant de quitter le grand monde de l'entreprise dans lequel j'étais. J'ai quand même monté quelques boîtes. Et je m'étais vu avec certains partenaires et certaines boîtes il y avait la culture du silence sur l'échec des projets. C'est-à-dire qu'on parlait toujours des projets qu'on réussissait, mais jamais des projets qui échouent. Puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus, de se dire, mais ok, si on veut avoir une culture d'un projet qu'on définit avec certains critères, avec certains objectifs qui diraient que c'était performant globalement, que c'était bénéfique, mais il faudrait aussi développer plus celle de ceux qui n'aboutissent pas. Et en fait, dans ceux qui n'aboutissent pas, tu as souvent en fait 3 résultantes communes, qui est pas d'adhésion,
En fait, on a onboardé les gens sans leur faire comprendre qu'il y avait un alignement avec la stratégie, avec les valeurs. Donc voilà, on a fait un projet qui était un peu hors sol, comme ça. Donc, peut-être très technique, ainsi de suite, mais quand on ne peut plus le relier aux personnes et leur rôle et à ce que ça apporte pour l'entreprise ou pour la société, bon ben voilà. Donc, et puis le deuxième qui est le manque d'avoir les bonnes compétences dans le groupe de travail qui conduit le projet. Souvent, voilà, on doit faire le projet, puis on va prendre les ressources qui sont disponibles, puis on ne va pas avoir forcément les compétences, donc ça c'est bien évalué d'avoir les bonnes compétences. Et puis le troisième, c'est le soutien continu du management, de l'équipe de gestion ou de direction pour le faire avec des contrôles réguliers. Il y a plein de projets dans les PME, on voit, qui partent, et puis 6 mois après, il y a le premier checking. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a un dirigeant qui, tout d'un coup, prend toute l'information d'un coup, il analyse, et puis ça va pas. Puis c'est un peu brutal. Et donc là, on touche la démotivation, ainsi de suite. Bref, 3 choses tout simples. Il y avait un livre de... un livre qu'a écrit Jody Fry sur le leadership éveillé, qui parle de ça super bien, que je vous recommande si jamais... Tu sais son nom? Jody Fry. Non, le livre, je crois que ça s'appelle Conscious Leadership. Ok. Et puis il fait des zooms comme ça, alors, sur la gestion de projet entreprise. Je pourrais te partager le lien si jamais... Ouais, volontiers. Ok. Et je voulais, avant de clôturer cette première partie, je voulais... tu as mentionné le greenwashing à un moment donné. Et justement, c'est vrai que parfois on entend des gens qui sont un peu réticents, à tort ou pas, par rapport à certaines entreprises, par exemple, qui deviennent Bicorp. Moi, je cite les entreprises ici. Tu fais, non, on peut les adresser, c'est si, non, ouais. Typiquement, justement, quand je t'ai vu cette fameuse première fois en conférence à l'université de Neuchâtel, moi, j'étais en cours de entrepreneuriat d'impact avec Marc Matisse. Mm-hmm. Et puis, on avait eu un débat sur Danone qui était en procédure de Bicorp, ou en tout cas qui parlait déjà de Bicorp. Qui au niveau groupe l'est toujours, ouais. Voilà, exact. Ok, niveau groupe, ok. Ouais. Il y a Danone ou quelque chose comme ça. Oui, après, il y a, je crois, maintenant 60% de leurs filiales qui ont été certifiées. Puis là, il y a encore toute une partie, tout un plan pour certifier toutes leurs entités, toutes les filiales. Ouais. Ok. Donc voilà, donc il y avait un peu... on en parlait justement autour de la table, en classe. Et puis, récemment, il y a Nespresso qui est devenu Bicorp. Nespresso qui appartient à Nestlé. Et justement, donc... parfois, il y a un peu enfin, il n'y a pas parfois, mais il y a une problématique de greenwashing aujourd'hui. Je ne parle pas de Bicorp, mais je dis de manière générale, des entreprises qui vont balancer deux, trois données ou bien des valeurs sur leur mur quand tu marches dans les couloirs ou sur leur site internet et qui vont parler d'environnement, de durabilité, mais qui derrière ne le font pas forcément. Et après, le Bicorp, c'est un réel mouvement, comme tu le disais. Si le top management ou... je dis top management en pensant aux banques, par exemple, qui seraient certifiées, parce que là, on a quand même une gouvernance qui est un peu différente qu'un Loico, par exemple. S'il n'y a pas cette profonde volonté de changement, c'est très compliqué de devenir Bicorp et de continuer à l'être de par l'évaluation et la mise à jour continue. Et tu as répondu à la question aussi de l'importance des changements de statut et des articles d'association. Mm-hmm. Ça, après, c'est dans le... C'est dans le permis de conduire de l'entreprise, et les membres de direction et des conseils d'administration doivent faire cet alignement. Mais ça, c'est en termes de responsabilité et d'amélioration continue. Ouais. Mm-hmm. Mais après, non, ce que tu amènes, et moi j'aime, il faut qu'on en parle. Et effectivement, laisse-moi l'adresser. Je vais le faire d'une façon un peu différente. J'ai eu plein de fois cette conversation, mais en fait, si tu veux, il y a effectivement aujourd'hui, on est dans une société de la punchline et de l'instant. Ça veut dire qu'il y a tout le monde qui, pendant la pandémie, était tout le monde qui est devenu épidémiologiste.
Ouais. Tout le monde est devenu épidémiologiste très rapidement. Hein, donc, tu sais, il y a quand même des formations normalement qui prennent un certain temps. Voilà, mais tout le monde en avait, avait sa lecture. En fait, on a tous tendance à vouloir, aujourd'hui, tous en dirais qu'on a une tendance de société, en tout cas moi je m'en préviens le mieux que je peux, de prendre le temps de m'informer, de regarder l'information, de la digérer, de la comparer, et puis de me faire un avis. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye tout de traiter avec des 0 et des 1 ou avec du blanc et du noir. Et c'est un peu le problème du greenwashing aujourd'hui, et c'est un problème qu'on voit qui se reflète assez bien, typiquement, tu vois, dans le côté régulatoire. Ça fait quand même maintenant, et ça va continuer, pratiquement 4 ans qu'on travaille sur comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui est une bonne pratique dans un secteur et ce qui ne l'est pas, ainsi de suite. Donc, pour dire que tout ça est... malheureusement, je le vois des fois trop fait sous l'emprise, je dirais, d'un comportement, je disais, tweetesque un temps. Peut-être maintenant c'est Instagrammatesque ou TikTokesque, s'il faut parler de ça. Voilà, bref, on est un peu dans cet instant-là de tout le monde a un avis sur tout le monde veut le dire. Voilà. Avec certaines de ces grandes entreprises, donc nous, on a déjà engagé notre communauté, on a fait pas mal d'événements pour parler avec elles, pour dire, expliquer, peut-être réexpliquer des fois notre mission. Notre mission avec Bicorp, c'est pas de donner un certificat aux entreprises qui sont les plus parfaites du monde et qui font tout bien. Non, c'est de donner un instrument qui permet de se transformer crédiblement et d'aller dans cette amélioration et cette transformation. Ça, c'est notre mission et c'est l'infrastructure de marché qu'on veut créer. Donc déjà, il fallait réexpliquer notre mission. Puis après, effectivement, nos standards, ils évoluent. Chaque 2 ans. Là, ils vont évoluer en 2024. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut justement toujours amener ce challenge. Après, la question, est-ce que toutes les entreprises Bicorp sont parfaites? Non. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes dans des Bicorp? Oui. On a des processus pour ça qu'on a mis en place, qui sont assez relativement peu utilisés pour des vrais cas. Hein. Les gens qui viennent, qui ont des vues idéologiques sur des choses, et puis voilà, c'est pas structuré, donc on peut pas les traiter, mais on a un processus pour obtenir, pour déclencher... ce qu'on appelle un complaint process, en français, un processus de réclamation ou de plainte. Ouais, je pense donc voilà, nous on se dit toujours, si vraiment vous avez des éléments structurels, faites-le. Donc la question du greenwashing, rien qu'en posant ces quelques éléments-là, elle nécessite en fait d'être vue pour moi sous le regard de 2 temps. Un temps qui est est-ce que c'est une réaction idéologique, épidermique, par rapport à mes valeurs, qui me fait réagir? Ça permet de comprendre si je suis prêt à aller m'informer. Ou est-ce que, oh non, de toute façon, ça va pas, et puis ça me bloque et ça va pas. Le problème, c'est que ça nous laisse aussi dans le statu quo de la compréhension de la transformation et de la complexité de la transformation et aussi de la nécessité de transformer certaines de ces entreprises. Donc, je sais pas, tu parlais de Danone là avant, parce que je ne sais pas du tout deviner la question, mais j'essaie de l'amener de façon... Donc, tu as un mode de fonctionnement qui est, peu importe, en fait, j'ai une réaction épidermique sur tel produit, telle entreprise, ainsi de suite. Et puis, tu as celle qui est, que je vois de plus en plus, qui est... ah ouais, en fait, ça me questionne, mais j'ai besoin d'informations. Et c'est ça qui est intéressant avec le mouvement Bicorp, c'est qu'on on demande aux entreprises de divulguer bien plus d'informations qu'elles n'en ont jamais divulguées, ou que d'autres acteurs dans le même secteur ne divulguent pas du tout, sur comment est-ce qu'elles adressent des thématiques qui peuvent être dites controversées, sensibles, ainsi de suite. Et l'information, elle est là. Et tu mentionnais Danone, tu mentionnais Nespresso, les deux ont fait des exercices d'information, de transparence, ainsi de suite, qui permettent de répondre à beaucoup de questions. Et quand, tu vois, moi j'ai reçu avec Danone, Nespresso, on va dire, depuis 2015, 2016, j'ai reçu, je sais pas, 3000 messages me disant, mais comment c'est possible, pourquoi, vous pouvez expliquer. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est normal, hein, d'entreprise, de société, ainsi de suite. Et puis tous, quand on commence à rentrer dans un mode dialogue, donc c'est pas juste quelqu'un qui vient déverser une vision idéologique ou une vision, je dirais, des fois le mot m'échappe, mais trop stigmatisante ou trop polarisante,
Parce que oui, in fine, on voudrait tous que le modèle de l'entreprise qui fait que du bien pour la planète, qu'on prenne en compte de toutes les ressources, que du bien pour les êtres humains, bien sûr, ça c'est le modèle sur lequel on veut arriver. La réalité, c'est que la majorité des entreprises ne perdent pas pour arriver à atterrir là. Donc la question, c'est que si ça ne correspond pas à cette jolie image idéale et voulue et souhaitée de ce que devrait être l'entreprise, dans toute sa complexité, avec ses relations avec les différents pays, les différentes régions, avec les différentes cultures. Voilà, bref, tout de suite, ça devient compliqué de se dire déjà c'est quoi l'image idéale, l'état idéal de ce que devrait être une entreprise dans la société aujourd'hui ou pour les enjeux de demain et d'aujourd'hui. Mais voilà, comment je me positionne donc voilà, soit je me fiche et je dis alors ça ne correspond pas à l'image, et puis c'est très stigmatisant, et puis c'est très en rupture, ok, très bien. Ok, il y a des entreprises, on en a dans les B Corp qui sont en force de proposition avec des modèles que j'appelle les B-Born, vraiment intégrés depuis le début. Mais on va créer la bulle dans la bulle. Là, on crée le club qui va inspirer, qui est génial. Mais est-ce qu'on est vraiment, nous, dans notre mission avec B-Lab et avec le mouvement B Corp, de transformer l'infrastructure de marché et les entreprises? Donc on doit accepter qu'il y a des entreprises qui sont au chemin. Et puis les entreprises que tu mentionnes, Danone, ils ont des plans très concrets sur la transformation, l'utilisation du plastique, sur les fonds aussi de développement et de soutien pour les endroits où ils agissent. Donc quand tu dialogues et que tu observes le détail, la réaction des gens, la plupart du temps, c'est « Ah ouais, non, je ne savais pas. J'ai reçu un message hier, allez, on parle d'un Nespresso 2 secondes. Je reçois un message hier, ouais, c'est incroyable, Nespresso qui est B Corp, ils recyclent que 1% de leurs capsules en aluminium. Je dis non, c'est pas le chiffre que j'ai. Globalement, je crois que c'est 32%. Donc si ma vision initiale de critique, c'est de partir avec un élément numéraire qui est très loin, parce qu'entre 1 et 32%, il faut voir ce qui doit être mis en place en termes de processus, de gestion, d'efforts. Mais voilà, qu'on part de ça, il faut recommencer à l'éducation. La question, est-ce que qu'on pense à tout l'impact, le cycle de vie d'une activité, ça veut dire qu'on parle du café, là. Qu'est-ce qui se passe avec les fermiers, avec le développement de la terre donc on arrête tout ça, puis on crée le nouveau modèle qui est parfait. Puis en attendant, on fait quoi avec ces populations, ces centaines de milliers de fermiers? Pas que pour Nespresso dont je parlais, mais pour tout le... Si vraiment c'est pas bien et que c'est pas ça qu'il faut faire, on fait quoi? On les remet dans des situations précaires, avec après tout ce que ça peut amener au niveau des droits de l'homme, des procédures. Donc ça amène des vraies questions. Le côté coup-de-sac, noir-blanc. Donc comment est-ce qu'on transforme crédiblement? Nous, notre posture, c'est de dire on crée des standards, on les fait évoluer, on pousse ces requirements, et ça amènera les entreprises. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, en tout cas dans la mission, moi, on a assez droit dans nos boîtes, et je trouve que c'est bien que ça évolue, je dirais la partie greenwashing évoluer. C'est-à-dire quand vraiment je pose des questions, je compare, je regarde un petit peu... les éléments structurés, scientifiques, j'ai une information. Sinon, c'est comme moi qui vais aller dans un musée puis qui vais dire ça, c'est nul. Non, il y a des arts, il y a des œuvres, je pourrais reconnaître, celle-là, elle ne m'inspire pas, elle ne m'évoque rien, celle-là, elle m'inspire plus, je l'aime, ainsi de suite. Mais d'arriver avec des a priori très clivants et très peu, on va dire, évolués quelque part, dire ça c'est nul. Voilà, on va pas aller très loin. Ouais, et puis c'est subjectif. Et... ça amène à plein de choses. Mais de toute façon, on est dans du subjectif. Mais tu vois, c'est aussi pour moi, je pense, un très bon moment pour notre mouvement. Parce que tu vois, typiquement, tu vois, je porte une autre marque là aujourd'hui, ce qui est pas trop dans mes habitudes, mais bon, c'est une marque aussi d'une entreprise historiquement très engagée qui est Patagonia. Patagonia, ça fait maintenant 12 ans qu'ils sont certifiés B Corp. Ils en sont à leur 6e processus de certification. Dans ces processus-là, ça se révèle être des centaines de millions d'investissements pour transformer la façon dont ils font les choses. Et ils ont encore plein d'enjeux. Au niveau des matières, ils font plein de choses bien, ils font plein de choses très impactantes, mais ils ont encore plein d'enjeux sur leurs produits de base. Avec le polyester, avec certaines matières, avec les emballages des vêtements. Donc,
Et c'est une société qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Alors oui, elle est détenue par la famille Chouinard, donc elle n'est pas cotée, elle n'est pas exposée à la pression des marchés financiers, mais c'est une boîte qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. On n'est pas en train de parler... je ne sais pas, peut-être qu'on a plein de PME, de quelques personnes qui font des milliards de chiffre d'affaires ici en Suisse, mais non, blague à part... donc ils ont aussi leurs enjeux. Donc des fois, cette vision de « Ah, mais maintenant le mouvement Bicorp, il y a des grandes entreprises », non, on doit les engager pour les transformer. Et je suis convaincu qu'on arrivera à la vitesse de résolution des enjeux et de transformation qui va nécessiter des grandes transformations dans ces entreprises que si on les engage. C'est une évidence. Elles ont un impact. Prenez, parliez Danone, 450 000, je crois, si je ne me trompe pas, fermiers qui travaillent avec eux. Donc voilà, c'est des écosystèmes en tant que tels. Donc ils ont un impact, ils ont une capacité de faire... Ils peuvent faire bouger des lignes que tout seul, entreprise, j'y arriverai peut-être pas à faire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je réponds à cette question, de façon beaucoup plus longue que d'habitude. Mais je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Ah, c'était important. Je pense que c'était important. Merci Jonathan, je te propose qu'on passe à la partie 2. Partie 2, c'est parti. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si elle vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao. We'll be right back.